Je m'appelle Justin Taylor, j'ai 27 ans et je joue du clavecin. Alors c'est vrai qu'il y a toujours la question de comment on découvre le clavecin, qui n'est pas un instrument très connu. Pour ma part, moi c'est un instrument que j'ai découvert en concert. Et voilà, j'ai énormément accroché avec cet instrument quand j'avais 10 ans. Et du coup, à force d'en parler à mes parents, ils ont fini par m'inscrire au conservatoire. Et voilà. C'est difficile de dire à cette date-là, c'est le premier clavecin. Mais on va dire que c'est un instrument qui vient du 16e et dont l'âge d'or se situe entre 1600 et 1770 à peu près. On va dire qu'il y a un peu deux grands répertoires pour clavecin. Il y a le répertoire solo, où on va jouer tout seul, donc soit des pièces voilà, seules ou des concertos. C'est-à-dire le clavecin est très mis en avant avec un accompagnement instrumental. Et une autre très grande partie, c'est la musique de chambre, où le clavecin va faire un peu le rôle de liant et de support, de moteur, mais ne va pas être forcément mis en avant plus que les autres instruments. Théotime Langlois de Swart, je suis violoniste, membre de l'ensemble Consort qu'on a créé il y a 3 ans et demi avec Justin, tous les 4. Je m'appelle Anna Salzenstein et je suis violoncelliste. Le Consort, c'est un groupe de musique de chambre, de sonate en trio, une formation en sonate en trio, donc 2 violons, un violoncelle ou une viole de gambe ou les deux, et un clavecin. Et tous les compositeurs ont écrit des sonates en trio et c'était vraiment le genre roi pour toute cette musique-là. On joue principalement le répertoire baroque. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce que c'est une musique qui a été écrite il y a très longtemps qu'elle n'est pas actuelle. Et justement, dans la musique baroque, on va dire les partitions sont relativement incomplètes par rapport à la musique romantique de, je sais pas, Brahms ou Chopin. Il n'y a pas de nuances qui sont marquées, les tempos sont pas marqués. Il y a beaucoup de choix en fait qu'on peut faire en tant qu'interprète. Et donc là, on a une grande part de liberté. Et effectivement, il y a aussi tout un pan de création contemporaine pour des instruments baroques, comme le clavecin, la viole de gambe, le violon baroque. Et d'ailleurs, grâce à la Fondation Polignac et au Festival de Deauville, l'année dernière, on a créé une pièce de David Chalmin qui était écrite spécifiquement pour nous, et voilà, un petit ensemble instrumental baroque. Alors c'est assez amusant parce qu'effectivement la Fondation Singer-Polignac, c'est une fondation que je connaissais de nom, mais j'étais jamais venu, je ne connaissais pas vraiment les musiciens qui en faisaient partie, etc. Et c'est un peu, ça nous est un peu, disons, tombé sur le coin du nez en 2015, quand j'ai été contacté pour éventuellement qu'on rentre en résidence ici. Et c'était évidemment une grande chance de pouvoir faire partie de cette famille de musiciens, je dirais. C'est un soutien, je dirais, institutionnel, dans le sens où c'est très prestigieux d'être à la Fondation Singer, parce que ça permet que les programmateurs, les autres musiciens, tout d'un coup disent « Ah là là, vous êtes aussi en résidence à la Fondation Singer ». Et souvent, c'est vu très positivement, parce qu'il y a une sélection qui est définie par un niveau musical et un projet artistique en fonction de l'intérêt qu'a le projet artistique en lui-même. Nous, au départ, ça nous a donné une certaine légitimité en tant qu'ensemble, parce que quand on a commencé, les débuts, c'est toujours difficile. Les premiers concerts, ça nous a permis ensuite de dire on a été pris en résidence, et donc ça permet de poser un peu l'ensemble. Et donc après, c'est un soutien logistique énorme, parce que ça nous permet de répéter dans un cadre magnifique et avec une super acoustique, ce qui est quand même bien mieux que de travailler chez nous. Et en plus, il y a un clavecin, il y a un orgue, et on est toujours hyper bien accueillis, donc c'est vraiment une chance. La musique et les lieux, en général, c'est très important, parce qu'il y a vraiment une sorte de fusion entre la salle, l'acoustique, la musique qu'on joue, les musiciens, et si tout ça est réuni, ça s'est approprié à la musique de salon, musique de chambre, donc des endroits chaleureux, bien décorés, lumineux, c'est inspirant dans le travail.
Je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans et je fais du violon baroque. C'est surtout un violon d'abord, c'est exactement le même instrument que le violon moderne, enfin dans l'apparence. Et puis voilà, là moi je joue un violon qui a 300 ans, qui est 1720. C'est surtout c'est des détails qui changent, c'est les cordes, c'est la mentonnière, c'est surtout l'absence de mentonnière, l'absence de coussin, l'archet. Le chevalet, voilà, c'est plein de petits détails, mais violon baroque, c'est surtout violon, en fait, c'est l'interprétation historique, c'est surtout ça, voilà, violon historiquement informé, si on pourrait dire. En fait, on a essayé de se rapprocher au plus d'une interprétation à l'époque. Alors à l'époque, bon, bien sûr, on n'a pas de perruque, c'est pas qu'on veut leur ressembler à tout prix et plus prendre des douches, non, c'est pas du tout ça. Mais on essaye d'imaginer dans quelle attitude, quel était l'état d'esprit du compositeur et quels étaient les moyens à l'époque, quelle sonorité ils pouvaient entendre. Donc déjà, les cordes en métal, ça leur plaisait pas du tout. Ce qu'ils aimaient, c'est le son du boyau et aussi, il y a tout un tas de traités, d'écrits qui nous permettent aussi d'approcher la pratique et de se rapprocher du résultat que eux, sûrement, ils entendaient. Donc voilà, c'est aller au plus près historiquement informé, c'est-à-dire qu'on essaye de s'informer, d'avoir le plus d'informations possible pour faire une version qui ressemble peut-être un tout petit peu plus à ce qui se faisait à l'époque que sans faire la démarche. Je m'appelle Louise Pierrard et je joue de la viole de gambe. On dirait communément, pour les gens qui ne connaissent pas bien ces instruments, que c'est un peu comme un violoncelle. Alors en fait, je dirais que c'est un instrument effectivement à archet, un peu comme le violoncelle, qui se tient entre les jambes, sur les mollets. C'est pour ça qu'on appelle ça viole de gambe. C'est un instrument qui était apparu vers le XVIe siècle à peu près. Et je dirais que c'est entre le violoncelle et le luth. En effet, les violistes à l'époque étaient souvent luthistes aussi. C'est un instrument qui a connu son âge d'or au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, première moitié, puis ensuite qui a été remplacé par le violoncelle. Et donc, comme le violoncelle, ça se tient un peu pareil, on est assis et on a un archet. Et comme la guitare ou comme le luth, on peut jouer des accords, il y a des frettes sur l'instrument, donc des cases, pour pouvoir jouer des accords et l'harmonie aussi. Alors jeudi prochain, on joue Dandrieux. Pour nous, c'est un peu le best-of de notre groupe. C'est une musique qu'on joue depuis le début. Assez vite dans notre travail, on s'est vraiment intéressé à Dandrieux, alors qui n'est pas du tout un compositeur qui est resté très connu aujourd'hui. On le connaît un tout petit peu pour ses œuvres pour clavecin et orgue, mais pas du tout pour ses sonates en trio qui, comme tu le dis, n'ont jamais été enregistrées. Enfin, dont on a fait le premier enregistrement en tout cas. Jean-François Dandrieux, c'est un compositeur qui est assez méconnu, qui est contemporain de Couperin et qui vivait à Paris. C'est un compositeur très parigot, parce qu'il est né sur l'île de la Cité. Et il était musicien de la cour, donc il fait partie de ces musiciens qui ont été très connus à leur époque et puis qui ont été, disons, un peu mis de côté, éclipsés par d'autres génies qu'on a préféré retenir plutôt qu'eux. Nous, en fait, ce qui nous a plu dans les sonates de Dandrieux, en fait, c'est leur modernité, où tout d'un coup on entend des choses qui pourraient ressembler à Ray Charles ou qui pourraient évoquer un univers très pop. Et c'est ça aussi qui nous a plu dans cette musique-là. C'est très inspiré du style italien, c'est pour ça qu'on l'a mis en relation avec Corelli dans le programme. Corelli, bien sûr, est plus connu. Mais alors moi, Corelli, c'est mon compositeur de cœur. J'adore la musique italienne et française, mais justement cette réunion Dandrieux, c'est pas que de la musique française, c'est de la musique aussi qui est inspirée par l'Italie. Et Corelli, c'est toute l'Italie que j'aime, avec des retards, des mouvements lents où on a le temps de s'exprimer, des mouvements rapides, plein de vie, plein d'énergie. Enfin, c'est une musique très très vivante en fait. À chaque fois qu'on les joue en concert, les gens sont souvent très, très intrigués et émerveillés par la diversité de caractères qu'il y a et la profondeur d'émotion. Donc voilà, c'est un compositeur qu'on aime beaucoup défendre et on est très content justement dans un lieu comme celui-ci où il y a eu tant de créations, d'œuvres créées et puis cet esprit un peu de redécouverte. Voilà, c'était vraiment le lieu idéal pour jouer ces sonates. Je suis très contente, je crois qu'on est tous très contents dans le consort de jouer la semaine prochaine à la Fondation Saint-Gé-Polignac le 11 avril.
ce programme d'Andrieux Corélie.